Vous avez remarqué que des fois, on apprend des choses aux élèves, on leur fait faire des exercices, etc. Ça se passe bien. Et quand on fait le contrôle à la fin de séquence, on voit qu'en fait, ils ne savent plus faire, voire quand ils arrivent au brevet ou au bac, et bien en fait, il n'y a plus grand-chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, les automatismes, les choses qu'on leur demande de faire ne sont pas ancrés. Ils sont trop… Enfin voilà. Et donc, le phénomène de l'oubli a fait que ça n'est plus présent le jour de l'épreuve. Dans cette vidéo, on va voir comment faire pour justement ancrer ces automatismes pour qu'ils soient présents dans la mémoire à long terme et que l'élève soit capable de réussir au contrôle, au bac et plus tard. Les automatismes, on se rappelle, ça se stocke dans la mémoire procédurale, la mémoire, comme son nom l'indique, des procédures. Dans cette mémoire procédurale, il y a, comme dans toutes les mémoires, deux niveaux. Il y a le niveau explicite, le niveau dit déclaratif, c'est-à-dire que je sais le faire et je sais le mettre en mots. Typiquement, je sais utiliser, je ne sais pas, un calorimètre ou mon four à micro-ondes en regardant la notice. D'accord? Donc, si je regarde la notice, je sais comprendre la notice, je sais le mettre, je sais expliquer à quelqu'un parce qu'il y a les mots sur la notice et je sais le faire. Cette mémoire, elle est utile, mais il y a deux problèmes. Le premier, c'est que on voit que ça utilise aussi la mémoire de travail, c'est-à-dire qu'il va falloir que à la fois je lise, mais je comprenne la notice. D'ailleurs, on voit bien que la première fois qu'on utilise la notice, ça prend plus de temps que la 5e fois. Mais l'autre problème aussi, c'est qu'elle est soumise à l'oubli. D'accord? Si je n'ai pas la notice, je suis plus capable de faire, mais aussi on voit qu'au bout d'un moment, ce n'est pas ancré. D'accord? On est vraiment dans des choses qui ne sont pas ancrées. Pour pouvoir ancrer et donc que les phénomènes d'oubli soient beaucoup moins présents, il va falloir aller dans la mémoire procédurale implicite, non déclarative, qui correspond aux choses qu'on fait sans s'en rendre compte et on obtient donc les automatismes. Par exemple, quand on a appris à conduire, au début, vous étiez en mémoire déclarative puisque on vous disait quoi faire. Alors là, il faut débrayer, il faut mettre le clignotant, etc. Et vous saviez ce que vous faisiez, vous le disiez dans votre tête, voire le moniteur vous le disait, et vous le faisiez. Le problème du coup, c'est que quand vous voyez le feu rouge arriver, vous aviez un petit peu la panique parce qu'il fallait penser à mettre freiner, débrayer, mettre le clignotant, etc. Et du coup, ça vous prenait toute votre mémoire de travail. Si vous conduisez depuis plusieurs années, vous n'êtes plus du tout dans cet état-là. Vous faites les choses sans vous en rendre compte. Quand le feu arrive, vous arrivez même à parler avec votre passager, voire au téléphone. Pourquoi? Parce qu'il y a eu ce passage en mémoire implicite qui libère la mémoire de travail. Et ça veut dire aussi que vous avez perdu le déclaratif. Si on vous demande souvent des fois, mais pourquoi, qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là? Vous avez du mal à vous rappeler de ce que vous avez mis que vous avez mis le clignotant, que vous avez débrayé, etc. D'accord? Il faut un effort pour se le rappeler. D'accord? Puisque comme ça ne sert plus de s'en rappeler, le cerveau l'a effacé, mais c'est présent, vous êtes capable de le faire. Il y a très peu d'oubli en mémoire procédurale implicite, c'est pour ça qu'on dit faire du vélo, ça ne s'oublie pas, ça ne s'oublie pas parce que c'est passé dans la mémoire implicite. Alors, moi, je transforme ce concept-là en langage scolaire, c'est-à-dire que je vais dire aux élèves que vous avez besoin que les choses qui sont dans votre cerveau descendent dans votre stylo. Mettre dans le stylo, ça veut dire que justement, ça n'utilise pas l'espace de cerveau disponible. Il faut que ce soit dans le stylo. Et j'aime bien dire dans le stylo parce que ça montre que pour que ça rentre dans le stylo, il va falloir utiliser le stylo. D'accord? Vous avez beau réfléchir à comment conduire, ça ne va pas vous aider à le mettre en mémoire procédurale implicite. Il va falloir se mettre derrière le volant, faire marcher les pédales, etc. Même chose pour toutes les procédures que les élèves ont à apprendre. Tous les automatismes, il va falloir que ça passe dans le stylo. Si ça passe dans le stylo, ça libère le cerveau pour réfléchir, par exemple, au sujet de l'énoncé. La recherche nous apprend qu'il y a 3 étapes pour faire ce passage de la mémoire explicite à la mémoire implicite. Première étape, c'est le modelage, c'est de faire passer en mémoire déclarative, c'est d'expliquer les étapes qu'il faut faire. Donc, l'enseignant va en fait résoudre un exercice qui correspond à l'automatisme qu'on veut développer en mettant un haut-parleur sur son cerveau. Attention important, il ne faut pas préparer cet exercice. Souvent, comme on veut faire les choses bien pour les élèves, on va regarder les exercices à l'avance, on va les résoudre, on va comprendre les problèmes et quand on arrive, c'est tout léché, tout bien. Ça, il faut vraiment l'éviter. Ça correspond à, si vous voulez faire un immeuble et enlever les échafaudages. Alors bien sûr, l'immeuble est plus joli, mais les autres maçons qui vont regarder l'immeuble et qui vont se dire « Ok, comment je dois le faire ?» S'ils ne voient pas les échafaudages, ils ne pourront jamais le reconstruire. Donc, il faut laisser les échafaudages, laisser ce côté pas fini. Donc, la meilleure façon, c'est de prendre un exercice qu'on n'a jamais vu et d'expliquer aux élèves « Ok, je le vois, qu'est-ce que j'analyse, comment je fais les choses, etc. etc. » Donc, moi, je le fais de deux façons. Je fais les deux. Je fais une vidéo où justement, j'explique de façon
très très détaillé ce que je fais sur chaque étape, comment j'écris mon brouillon, comment j'analyse l'énoncé, comment je fais la rédaction, il y a des erreurs, etc. Et je le fais aussi en classe, voilà, c'est une étape de modelage où je fais un exercice moi-même au tableau. Et c'est important que ce soit le prof qui fait parce que c'est lui l'expert, c'est lui qui peut donner les étapes et pas un autre élève. Deuxième étape, c'est la pratique guidée. La pratique guidée, c'est qu'on fait mais en s'aidant, par exemple du cours, par exemple des étapes de résolution, des choses comme ça, ou d'un camarade. Et c'est ce qui va permettre de comprendre la méthode de résolution. Le problème, c'est que la plupart des élèves s'arrêtent là. Quand ils ont compris comment résoudre un exercice, c'est bon, ils ont compris, donc ils peuvent s'arrêter. Et du coup, il leur manque complètement la dernière étape qui est celle qui permet de passer en mémoire à long terme. Ce qui fait que le jour du contrôle, il n'y a plus rien. D'accord ? Le but, ce n'est pas de comprendre, c'est que ça passe dans le stylo. Donc, on va aller chercher ce qu'on appelle le surapprentissage. On va aller apprendre tellement que ça devient automatique. Pour ça, il y a la troisième étape qui s'appelle donc la pratique délibérée. Cette pratique délibérée, elle se fait grâce à des banques d'exemplaires. Les exemplaires, c'est quoi ? C'est des exercices qui font utiliser les élèves l'automatisme qu'on veut développer. Concrètement, si je veux développer l'automatisme, appliquer le théorème de Pythagore, ça va être une liste d'exercices où on demande aux élèves d'appliquer le théorème de Pythagore dans plein de triangles différents. C'est un exemplaire aussi parce que ça donne un exemple, c'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement l'exercice, mais il faut aussi la correction. Et la correction détaillée, puisqu'il faut que les élèves voient justement cet algorithme, ce processus de résolution et pas juste la réponse. Une fois qu'on a cette banque d'exemplaires, qu'on peut appeler banque d'exercices corrigés pour les élèves, parce que ça reste des exercices corrigés, eh bien, il faut prévoir des séances dédiées de pratique délibérée. On peut soit apprendre à nos élèves à les faire en autonomie, soit les faire en classe s'ils ne sont pas capables de travailler à la maison. Et il faut que ces séances, elles soient sur un temps long, diversifié, c'est-à-dire on va travailler un automatisme, puis un autre, voilà, changer, et réparti sur le temps. D'accord ? Plus le temps où on va réinvestir les automatismes sera long, plus le temps de rétention sera long. Pour que ces séances elles soient bien efficaces, il faut bien dire aux élèves, au cerveau des élèves, donc aux élèves, quel automatisme on travaille. D'accord ? Si on travaille sur Pythagore, on leur dit on fait une séance de pratique délibérée sur l'automatisme, théorème de Pythagore. Comme ça, le cerveau il associe théorème de Pythagore à ce qui se passe dans mon stylo. Il faut que le feedback soit immédiat. J'essaye, je regarde, j'ai bon, j'ai pas bon. Et donc ça, on peut l'avoir avec des exercices corrigés. Et enfin, il faut que les exercices soient tous similaires, idéalement pas exactement les mêmes, mais très 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 proches, pour que ce soit toujours le même automatisme qu'on travaille. J'espère que cette vidéo vous a donné des pistes pour un petit peu améliorer vos pratiques et aller vers là où vous voulez aller en classe. N'hésitez pas à vous abonner à la bulle pédagogique. Il y a le lien en description. C'est un courrier que je vous envoie toutes les semaines pour vous lancer la réflexion et pour aussi qu'on puisse échanger par mail. Et puis enfin, si vous voulez m'aider, eh bien, il faut nourrir l'algorithme de YouTube, donc les pouces vers le haut, des abonnements, des cloches, des commentaires, tout ce qui montre à l'algorithme de YouTube que vraiment vous aimez bien ce que je fais et que vous avez envie que je continue. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.